Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il est l'heure de nous plonger au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, un grand merci à tous et à toutes pour la fidélité dont vous ne cessez de nous donner des preuves encore pendant tout le week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage controversé du 19e siècle, demi-frère haut en couleur de l'empereur Napoléon III, le duc de Morny. Et pour en parler, vous avez convié Gérard Inger, auteur chez Perrin d'une histoire du Second Empire. Oui, il nous aidera à resituer, disons, dans un contexte propice, cette figure pour le moins turbulente. Après quoi, Lorena Martin nous ouvrira les portes de la Villa Joséphine à Deauville. Deauville, ai-je besoin de vous le rappeler, qui se trouve être la création d'un certain Auguste de Morny. Nous y venons, tiens, justement. Mais oui, que diriez-vous pour commencer d'aller faire un petit tour au bord de la mer, sur notre côte fleurie, pour aller voir naître Deauville. Nous sommes en 1859, en pleine vogue des bains de mer. Trouville, sa plage, ses hôtels, ses premières villas sont à la mode déjà. Et le tout Paris du Second Empire s'y donne volontiers rendez-vous en septembre. Et voilà qu'un certain nombre de promoteurs et autres spéculateurs, comme il y en a tant dans cette époque, nous y viendrons tout à l'heure bien entendu, voilà qu'ils s'avisent que là, juste au sud de Trouville, sur l'autre rive de la Touques, si vous voulez, sur la partie, sur la rive gauche de l'embouchure, s'étendent des terrains vagues occupés par des dunes qui pourraient accueillir une nouvelle station qu'on pourrait concevoir d'emblée pour la villégiature. Alors, on réunit des capitaux, on établit des plans. Or, à cette époque, il est une personnalité politique, financière, une personnalité incontournable, sans laquelle aucun grand projet ne peut véritablement voir le jour. Cet homme-là est à l'époque président du corps législatif, c'est-à-dire la chambre de l'époque. C'est donc Morny, qui à l'époque est donc comte de Morny. Justement, parmi les promoteurs du projet de nouvelle station aux portes de Trouville, figure un certain docteur Olive qui s'est rendu indispensable à la haute société en lui vendant toutes sortes de petites pilules à l'arsenic. Très petite dose d'arsenic, je précise. C'est revigorant à court terme. À long terme, je ne sais pas si ça ne tue pas plus ou moins tout le monde, mais enfin à l'époque on trouve ça épatant. Le docteur Olive étant intime du comte de Morny, eh bien on va passer par lui. Et tout de suite, le grand homme, qui est au cœur de toutes les affaires du temps, le grand homme est séduit. C'est lui, Morny, qui va donner d'entrée de jeu son style, sa vocation à la nouvelle cité, qui devait du reste s'appeler Mornyville, mais qu'on a jugé moins prétentieux de baptiser Deauville. Le comte a compris trois choses pour que le projet soit un succès. D'abord, il faut que cette Deauville soit très sélective quant au choix des estivants. Tout doit être là-bas luxueux, hors de prix, afin d'attirer la plus haute aristocratie, la grande finance européenne, etc. Bref, rien que du beau monde. D'autre part, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, si vous me passez l'expression, il faut pourvoir aux amusements de tout ce monde-là. Il faut des spectacles, des distractions et plus que tout, des courses. D'où cet hippodrome, bien sûr, qui d'emblée vouera Deauville au cheval. Enfin, pour faciliter l'accès, eh bien, il faut s'appuyer sur l'invention géniale des chemins de fer. Et grâce aux très puissantes amitiés du demi-frère de l'empereur, car c'est bien ça l'affaire, une ligne va être installée dès 1863. Ça va très vite, tout ça. Vous savez, dans tous les grands projets, il y a comme ça quelqu'un qui fournit l'impulsion, qui donne le là, si vous voulez. Eh bien, pour Deauville, le chef d'orchestre s'appellera donc Auguste de Morny. Il ne pouvait pas deviner, Morny, qu'en quelques décennies, ce rivage allait complètement se redessiner, que la mer s'éloignerait. Quand je dis se redessiner pour des raisons naturelles, la mer va s'éloigner du front de mer initial et dans sa lutte à couteau tiré avec la rivale trouvillaise, eh bien Deauville va devoir de plus en plus compter sur la mondanité, sur ses planches, de moins en moins sur la proximité d'une mer qui se montre de plus en plus lointaine. C'est Tristan Bernard, n'est-ce pas, qui confessait aimer Deauville parce que c'est loin de la mer et près de Paris, disait-il. Il est vrai qu'aujourd'hui, Deauville a redonné toute son importance à la mer, mais d'une autre manière, ça n'est pas notre sujet. Alors, c'est une bonne chose, je crois, de rappeler le nom du duc de Morny. C'en serait peut-être encore une meilleure de vous dire qui était ce grand personnage. Homme d'esprit, homme de cabinet, de combinaison, homme d'affaires, bien sûr et ô combien, homme de théâtre aussi, homme de lettres, de sport. Homme à femme, ô combien, cet homme, ce viveur de grande vie dont on a pu avancer avec un peu d'exagération qu'il avait été le véritable empereur du Second Empire, après tout était donc le frère naturel de l'empereur lui-même, de Napoléon III. Il lui ressemblait d'ailleurs furieusement, si ce n'est la calvitie qui était nettement plus prononcée chez notre personnage d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ce comte de Morny peut être le demi-frère de l'empereur, vous demandez-vous? Et même si vous ne vous le demandez pas, moi je le demande à votre place.
Eh bien, vous savez peut-être que l'impératrice Joséphine, avant d'épouser le général Bonaparte, d'un premier mariage avec le vicomte de Beauharnais, elle avait eu un fils, Eugène, et une fille, Hortense. Cette Hortense était mariée à un petit frère du grand Napoléon, de Napoléon Ier, au petit frère qui s'appelle Louis et qui était roi de Hollande. C'est que Napoléon avait collé tous ses frères sur tous les trônes d'Europe. Louis a donné 3 enfants à sa femme, dont un seul a survécu, Louis-Napoléon. Ce Louis-Napoléon devient en 1848 président de la République et il va bientôt, et vous allez voir le rôle que joue notre personnage dans cette affaire, il va bientôt devenir empereur sous le nom de Napoléon III. Seulement voilà, Louis Bonaparte, son père, le petit frère de Napoléon, n'était pas, disons-le, un mari très amusant. Du reste, Hortense l'avait épousé plus ou moins contre son gré. Elle a très vite eu des amants, surtout après que Louis eut abdiqué et se fut exilé en Autriche. Parmi les amants de la reine Hortense, il y a un jeune et beau colonel qui allait devenir général, vous pouvez lui faire confiance, le comte de Flahault. Arrive dès lors ce qui devait arriver. En 1811, la reine Hortense met au monde un petit bâtard qu'elle ne peut évidemment pas reconnaître, vous imaginez bien, et qui est déclaré né d'une certaine Louise Fleury et d'un certain Auguste de Morny, en un seul mot. Ce qui est cet Auguste de Morny, c'est un officier subalterne à la solde de Joséphine d'ailleurs, parce qu'inutile de vous dire que derrière toute cette affaire, il y a la grand-mère qui est là et qui veille. D'ailleurs, je parle de la grand-mère, Joséphine, l'impératrice des Français. Je devrais parler des 2 grands-mères, car les 2 grands-mères du nouveau-né sont extraordinaires, et c'est là que les choses deviennent incroyables. En effet, le véritable père de l'enfant, ce fringant comte de Flahault, là, avait pour mère une femme qui était elle aussi un petit peu légère, disons-le, et toute jeune à 17 ans. Elle avait épousé, à l'époque, alors on était encore sous l'Ancien Régime, elle avait épousé un vieux monsieur de Flahault, ce qui ne l'empêchait pas d'aller elle aussi voir des amants. Et parmi ses amants, un certain, et là tenez-vous bien, monsieur de Talleyrand. Eh oui, à l'époque il était évêque, je me permets de vous le rappeler. Va naître de cette relation avec Talleyrand un enfant, reconnu par le vieux monsieur de Flahault, qui ne fait pas de grande histoire avec l'affaire. Monsieur de Flahault mourra guillotiné sous la Révolution, vous savez, et sa veuve, encore jeune et belle, va épouser un ambassadeur du Portugal en France, monsieur de Sousa. Elle devient à ce moment la fameuse Madame de Flahault-Sousa, auteur de romans, etc. Et voilà comment le petit-fils de Joséphine par la reine Hortense va se retrouver élevé par son autre grand-mère, cette fameuse Madame de Flahault-Sousa, qui elle-même est fille de Talleyrand. Vous imaginez ça? C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Alors, il est baptisé Auguste de Morny, en un seul mot. Très vite, il va devenir de Morny en 2 mots, parce que ça plaît davantage à Madame de Sousa. Ça, c'est un artifice, si vous voulez, c'est un petit tour de passe-passe, mais c'est le premier d'une longue, très, très longue liste. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du duc de Morny. Il paraît être le fils de la reine de Hollande, Hortense de Beauharnais, petit-fils naturel de Talleyrand, demi-frère de Napoléon III, quelle famille, et petit-fils aussi de Madame de Sousa. Vous nous avez parlé de sa deuxième grand-mère. Est-ce qu'elle a joué un rôle important dans son éducation? Essentiel, elle est la pédagogue, si vous voulez. Elle l'aime beaucoup, ce petit Auguste. Il faut vous dire qu'il a d'emblée d'abord beaucoup d'allure, un maintien extraordinaire, il est l'élégance même, on l'appelait son élégance, le duc de Morny plus tard, mais c'est vrai, il avait ça. Il a un caractère bien trempé, même s'il sait l'enrober de bonne manière, il a été bien élevé par sa grand-mère notamment, et puis il a en lui, vous savez, ça ne se décide pas, cette espèce de petite force-là extraordinaire qui permet de se donner les moyens de ses ambitions. Parce que c'est bien d'avoir des ambitions, de créer des choses, mais faut-il avoir les moyens, savoir quelle carte on a en main. Et lui sait ça, il le sait d'instinct d'une certaine manière. Il a déjà 19 ans, Morny, quand Louis-Philippe accède au trône. Or, il se trouve que la fameuse Sousa, la grand-maman Sousa, si je puis dire, est dans les petits papiers de l'ancien duc et de l'ancienne duchesse d'Orléans, qui deviennent le roi Louis-Philippe Ier et la reine Amélie des Français. Le roi citoyen rappelle illico le général de Flahault, qui était en Grande-Bretagne. Il l'élève à la pairie, il accueille à la cour le fameux fils illégitime, et c'est là qu'on se met à appeler ce Auguste Morny, devient le comte de Morny. Et alors il faut l'imaginer fringant, lancé, bourreau des cœurs, ce jeune comte extraordinaire qui fait évidemment beaucoup de malheureuses sur son sillage, surtout
lorsqu'il annonce son départ pour l'Afrique. Elles sont complètement effondrées, toutes ces dames. On est en pleine conquête de l'Algérie à l'époque, rappelez-vous, grande campagne lancée sous le règne de Charles X, qui a interrompu ou aurait pu interrompre la révolution des Trois Glorieuses en 1830, mais qui est poursuivie sous la monarchie de Juillet. On est en 1831 maintenant, lorsque Auguste tombe malade. Il a été blessé aussi. Bref, quand il revient à Paris, il est tout auréolé de la gloire des combats, bien entendu. Il a le front ceint de laurier qu'il s'active lui-même à rendre célèbre. Il porte à la boutonnière une légion d'honneur qui fait très bien sur ses beaux habits. Bref, il est très vite, au-delà d'être le bourreau des cœurs, il devient l'arbitre des élégances. Et son petit cercle, très lié à toute la fratrie turbulente et sympathique des princes d'Orléans, son petit cercle fait le siège de l'opéra, si je puis dire. On les voit toujours rue Le Pelletier, dans ce qu'on appelle la loge infernale. C'est la loge aux gants verts. Nous en dirons peut-être un mot tout à l'heure, où se pressent littéralement, j'allais dire toutes les grandes cocottes de l'époque. Ça n'est pas très gentil, mais il y a un peu de ça quand même, bien entendu. Bref, le petit Auguste s'amuse beaucoup et mène grand train. Il faut vous dire que grand-maman Souza a eu la bonne idée là de trépasser et de lui transmettre sa fortune. De quoi attirer un certain nombre de croqueuses de diamants. Oui. Et notamment une certaine comtesse Françoise Lehon, qu'on appelle Fanny, tout le monde l'appelle Fanny, c'est comme ça que ces galants ont pris l'habitude de la surnommer. C'est l'épouse de l'ambassadeur de Belgique. Tout neuf pays, la Belgique à l'époque, vous savez qu'elle a été créée là juste en 1830. La reine des Belges à l'époque, c'est la fille de Louis-Philippe, bien sûr, la reine Louise. Balzac nous décrit ainsi Fanny, iris au regard bleu, ambassadrice aux cheveux d'or, dit-il. Et elle a 29 ans, elle est extraordinaire. 29 ans, c'est quand même un peu plus qu'Auguste. Oh, vous me direz pas tellement plus, et puis elle est tellement ravissante. Elle le prend sous sa coupe. Elle va faire de lui non seulement son amant, vous l'aurez compris bien sûr, mais surtout un homme incontournable. C'est elle qui lui transmet ce sens de l'entre-gens, si je puis dire, qu'il avait en lui, mais elle va le révéler, si vous voulez. Elle va faire de lui un homme d'affaires. Un homme d'affaires redoutable. J'aurais presque tendance à employer le terme affairiste. Un homme qui sans cesse sait où placer, où investir, où spéculer, et donc comment s'enrichir. Ils vont ensemble acheter une raffinerie de sucre en Auvergne. D'ailleurs, lui, ça va lui lancer dans une carrière politique simultanément. Une usine de zinc en Belgique, etc. Et bientôt, à chaque fois que vous voulez vendre des actions ou faire intervenir de grands financiers dans une affaire, il suffit de prononcer le nouveau Sésame de Paris. On est quasiment dans un roman de Zola, là, déjà. Il suffit de dire « Morny est dans l'affaire ». Si vous dites comme ça, vous mettez devant vous l'alias, vous savez, vous cachez, vous dites « C'est une bonne affaire, Morny en est ». Et là, d'un seul coup, tout le monde veut venir. Ouais. Alors, c'est la grande époque des frères Pereire et du crédit immobilier. C'est la grande époque, bien sûr, des chemins de fer, etc. Opération majeure à la plaine Monceau, sur les Champs-Élysées, où Morny est, bien entendu. Alors, je vous ai dit qu'il exploitait cette sucrerie en Auvergne. Il en est député en 1842. Mais, disons-le, la politique l'intéresse nettement moins que les affaires, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il oublie qu'il soit le demi-frère du fameux Louis-Napoléon Bonaparte qui fait tant parler de lui et qui va surtout en faire parler au moment de la Révolution de février 1848. Ça y est, après avoir raté un espèce de coup d'État complètement ridicule et s'être lui-même évadé bien avant du fort de Ham, le Louis-Napoléon en question va finir par être candidat à la présidence de la République. Et en décembre 48, qui les Français, qui les campagnes à qui le suffrage universel donne la parole, qui les campagnes vont-elles porter à la présidence de la République? Louis-Napoléon Bonaparte. Ce qui veut dire que, eh bien voilà, notre comte de Morny, parce qu'il est toujours comte de Morny, c'est comme ça qu'on l'appelle, devient le demi-frère du président de la République. C'est peut-être le moment d'aller le rencontrer. Vous allez dire comment ça? Ben oui, ils ne se connaissent pas. Pour l'instant, ces deux-là ne s'étaient même pas encore rencontrés. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du comte de Morny. Nous sommes sous le Second Empire. Alors la France a un nouveau président de la République, Napoléon III, qui est le demi-frère du duc de Morny. Et donc du coup, il va vouloir le rencontrer, mais parce qu'ils se connaissent pas. Oui, c'est ça. Et alors bien sûr, je vais laisser à Gérard Ringer, à mon invité, le plaisir et le loisir de vous raconter les rencontres, les débuts de la relation entre ces deux hommes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, au-delà d'une forme de méfiance, probablement, il y a un intérêt mutuel et il y a un intérêt
pratique et concret. L'idée de Louis-Napoléon, ce serait, ne l'oubliez pas qu'il est quand même le fils de Louis, il est le neveu de Napoléon Ier. Son idée, c'est de restaurer l'Empire. Je pense que dans cette entreprise-là, on peut dire d'Auguste de Morny qu'il va jouer un rôle absolument essentiel. Il est l'homme de l'ordre, de la patience, de la mise en place, de l'efficacité. À la fin de l'année 1851, les tensions entre le nouveau président et l'Assemblée sont très très fortes. Tensions à sujet de l'affaire de Rome notamment, puisque Napoléon III, vous savez, protège le Saint-Siège. Grande tension à propos de la liste civile, etc. Septembre, octobre, les choses vont de plus en plus mal et enfin, nous arrivons à la fameuse nuit du 1er au 2 décembre 1851. Morny est à l'Opéra Comique, on est en train de jouer Les Châteaux de Barbe-Bleue. Une mondaine qu'il connaît bien lui dit « Est-il vrai qu'on va vous envoyer à Vincennes ?» Parce que tous les bruits courent, bien entendu, il répond « Le grand coup de balai, possible, en effet. De toute façon, je tâcherai de me mettre du côté du Manche. » Il est calme. Il est toujours imperturbablement calme, ce Morny, quelles que soient les circonstances. Alors voilà le dernier entracte à l'Opéra. Morny prend son chapeau, sa canne, s'esquive. Il arrive à l'Élysée, où siège donc le président de la République. Et là se trouve donc, on va dire, les conjurés. Le président avait donné une soirée, comme tous les lundis, et vers 11h30, il avait abordé un de ses partisans, colonel de la garde nationale, s'était planté devant lui et lui avait dit « Colonel, regardez-moi bien et que pas un muscle de votre visage ne bouge, vous êtes prêt ? Oui ? Eh bien, l'affaire est pour cette nuit. » Et l'affaire en question, c'est ce coup d'État incroyable. C'est-à-dire que le président va modifier le régime, si vous voulez. On va passer de la République dont il est président au rétablissement de l'Empire. Et c'est dans ce contexte-là que le comte de Morny va jouer un rôle absolument essentiel. Messieurs, a dit Morny à tous ceux qui sont là ce soir-là, il est bien entendu, n'est-ce pas, que nous y allons tous de notre peau. D'ailleurs, il avait dit aussi, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr demain d'avoir une sentinelle à votre porte. Sous-entendu, si tout va bien, vous serez devenu ministre, donc vous aurez des sentinelles, et si tout va mal, vous serez prisonnier, et donc vous aurez aussi des sentinelles à la porte de votre cachot. 7h du matin, tout est prêt. Les troupes occupent la place de la Concorde, les Tuileries. Dans la cour du ministère de l'Intérieur, des chevaux sont là qui piaffent. Faut imaginer les bruits d'armes entrechoqués, les cliquetis, les armes, les pas, bien entendu. 7h10, Morny arrive. Il frappe à la porte du ministre, un brave homme qui s'appelle Torigny, qui dormait comme un innocent, brave homme. « Qu'y a-t-il » dit Torigny. « Monsieur, lui dit Morny, je viens vous remplacer. Excusez-moi de vous le dire un peu rapidement, mais faites-moi la grâce de vous retirer au plus tôt. » Et c'est ainsi donc que le 2 décembre, Morny va prendre possession du ministère de l'Intérieur. Immédiatement, il se met en rapport avec tous les préfets. Ça va être toute sa politique. Morny est à la fois extrêmement efficace, il a su qui mettre au bon endroit, il muselle la presse, il bâillonne la République, disons-le, il reprend l'opinion en main, et c'est là que les préfets vont jouer un rôle absolument extraordinaire. Il fait preuve d'un autoritarisme incontestable. Alors il faudrait parler d'autres personnages, je voudrais parler de Persigny, on va le faire tout à l'heure. Mais il est évident que Morny a joué là un rôle essentiel. Évidemment, pour lui, il est évident que la situation est un peu délicate. Il est dans une situation de porte-à-faux, si l'on peut dire. Il va vite chercher une issue. Cette issue, elle va lui être donnée par le fameux décret de confiscation de février 1852, qui vise notamment un certain nombre de biens acquis sous les Orléans, etc., notamment les siens, et il va en profiter pour démissionner. Tout le monde est content. Napoléon III, qui maintenant est devenu donc empereur, enfin il va l'être définitivement à partir du 2 décembre suivant, et puis bien sûr tous ceux qui ne rêvaient qu'une chose, c'est de voir le très élégant comte de Morny reprendre sa vie fastueuse avec Fanny qu'il trompe d'ailleurs allègrement. Il deviendra, c'est un personnage important, il deviendra plus tard le président donc du corps législatif. Et alors, il avait une façon de mener les opérations à la Chambre qui était assez extraordinaire. Je vous cite ce que nous dit Augustin Thierry, qui est donc le petit-fils du célèbre historien. En général, son attitude au fauteuil présidentiel revêtait les dehors d'une nonchalance élégante et ennuyée. Pourtant, par une boutade inattendue, tombant toujours juste, une répartie spirituelle, préparée peut-être, mais n'en arrivant pas moins avec un étonnant à propos,
il savait ramener les discussions dans la droite ligne et, utile, parer aux mots dangereux, les escamoter, même jeter à temps la petite goutte d'eau froide qui calme le déchaînement des passions. La Chambre obéissait à ce doigté extraordinaire, à cet esprit de circonstance dont il tirait un parti si efficace. Avec un simple mot d'esprit, il s'assurait un succès. Un jour qu'à l'Assemblée, il avait déclaré que si Paris était la tête de la France, la province en était le cœur, il se fit applaudir avec un entrain unanime en concluant « Ce qui prouve que notre pays a mauvaise tête et bon cœur ». Bonjour Gérard Ringer. Bonjour. Personnage incroyable. Je disais tout à l'heure, il avait les nerfs. Il était capable, même au pire moment du coup d'État, de garder son humour, son sang-froid. Il avait beaucoup d'humour. Oui. Il a sorti comme ça quelques phrases qui sont restées célèbres. Lorsqu'il a reçu le baron de Rothschild, avec qui il n'était pas très ami, parce qu'il soutenait plutôt les Pereire, Oui. il l'a fait attendre longtemps, puis il le fait entrer dans son bureau sans le regarder parce qu'il continue à écrire. Il lui dit prenez une chaise. Le baron s'offusque avec son accent germanique en disant mais je suis le baron de Rothschild. Et il répond ah bon alors prenez 2 chaises. C'est l'humour de Morny, mais en dehors de cet humour, c'est un personnage étonnant. C'est un personnage de 3 siècles en même temps. Il est le personnage du XVIIIe siècle par son côté libertin, son amour des femmes, personnage du XIXe par son goût de l'argent et des affaires, et personnage du XXe parce qu'il a compris qu'il fallait aller vers une démocratisation réelle et associer le parlementarisme des Orléans à la démocratie qui naît, par certains côtés, sous Napoléon III. Il est en quelque sorte le père de l'empire libéral qui va naître oui, plus absolument. tard sous Napoléon. C'est lui qui l'a impulsé. Malheureusement, il mourra en 1865, donc avant de voir l'empire complètement se libéraliser. Et je pense que sa présence aurait été très utile à Napoléon III dans les dernières années du règne. Il aurait très avantageusement remplacé l'impératrice Eugénie dans la toute dernière partie du règne. Certainement, même s'il ne faut pas non plus noircir Eugénie. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait, lui, la trempe, l'étoffe, le niveau pour diriger les grandes affaires. Absolument. Ça n'est pas donné à tout le monde, ça, vous savez. Absolument. Et donc, c'est vraiment un personnage rare. Oui, c'est un personnage passionnant. Et comme vous dites, il appartient aussi un peu au XVIIIe siècle et à ce côté dandy. On dit qu'il avait 2 voitures, un phaéton noir, un phaéton blanc, selon l'heure du jour et la tenue qu'il arborait. Et il disait aussi, parce qu'il avait on disait que sa table était la mieux fournie de Paris, c'est être invité à dîner chez le comte de Morny. On était certain de faire un dîner extraordinaire. Enfin, à l'époque, on disait un souper. Il disait: si je suis seul, je n'entends pas manger moins bien que ne le feraient mes hôtes. Et quel que soit le nombre de mes invités, je n'entends pas qu'ils soient moins bien traités que moi si j'étais seul. Il avait de ce point de vue-là repris un peu la suite de Talleyrand. Bien sûr, Talleyrand qui disait celui qui n'a pas connu avant la Révolution, qui n'a pas connu l'Ancien Régime, ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. C'était la même philosophie, si je puis dire. La douceur de vivre chez Auguste de Morny, et même, disons-le peut-être, un certain appétit, la soif de vivre. Oui. Nous venons à la politique, aux grandes affaires, nous essayons de décrypter son rôle, son influence auprès de son demi-frère, la place qu'il a occupée dans le Second Empire. Avec vous, Gérard Ringer, dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire du comte de Morny. Franck Ferrand, nous allons en savoir plus sur cet homme qui était un financier, un homme politique, le demi-frère de Napoléon III. Grâce à votre invité, il va nous éclairer. Vous recevez l'historien Gérard Ringer. J'aime bien ces notes, ces mesures d'Offenbach derrière et de la grande duchesse de Gerolstein qui aura été l'opéra bouffe de l'exposition universelle, bien sûr, en 67. Chanté par Hortense Schneider, qu'on appelait gentiment le passage des princes. Comme vous dites, gentiment. C'est un des aspects. Tiens, nous viendrons tout à l'heure à votre livre et à toute cette grande fresque, grande saga du Second Empire, mais c'est étonnant de voir le rôle dévolu à la femme à cette époque, et notamment les courtisanes sont à la fois très présentes et plutôt maltraitées, disons les choses. C'est le seul moyen, malheureusement, pour les femmes à l'époque de gravir l'échelle sociale. Soit elles pouvaient faire un beau mariage, soit c'était la prostitution qui venait de la courtisanerie lorsqu'elles atteignaient un certain niveau. Mais celles qui ont réussi à atteindre un certain niveau sont pas très nombreuses. C'est, on va dire, une demi-douzaine de ce qu'on appelait les grandes horizontales qui réussissent à faire fortune, à avoir des amants richissimes et à pouvoir réellement s'en tirer. Mais par rapport
à la masse des femmes, faut dire que l'époque, et pas seulement cette époque, il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour voir les femmes commencer à jouer un Bien rôle sûr, social et économique. Alors, nous, pour l'instant, nous revenons à notre comte ou duc de Morny. Alors d'ailleurs, il est né de Morny en un seul mot. On l'appelle comte de Morny à la cour de Louis-Philippe. Napoléon III va en faire. Alors là, officiellement, est duc de Morny. Qu'était-il exactement C'est quelqu'un qui était d'abord un orléaniste. Il se trouvait tout à fait à l'aise sous le régime des Orléans. Vous avez signalé avec raison que sa mère était proche de la famille d'Orléans. Il fait une belle guerre d'officier en Algérie et puis il commence sa carrière là. Il rencontre son demi-frère qu'il n'avait jamais vu quand celui-ci était déjà président de la République, donc après 1848, en 1849. Et les premiers contacts sont pas très bons. C'est quand même bizarre qu'ils aient mis tant de temps à se rencontrer, ces deux demi-frères. Oui, mais parce qu'ils ne cherchaient pas plus que ça. Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, avait un amour quasiment fusionnel pour sa mère, la reine Hortense. Ça le dérangeait. Et d'ailleurs, lors des tout premiers entretiens, il est un peu gêné quand même, le président de la République, puisqu'à l'époque il est président. Hein. Absolument, mais on a quelques notes de Morny sur cet entretien où il dit que tout ça est froid et que le personnage de Louis-Napoléon ne lui plaît pas plus que ça. Eh oui, donc finalement ils ne se sont peut-être pas tout de suite non, trouvés. Pas tout de suite. Et pourtant, le service que le demi-frère va rendre à celui qui donc est président maintenant est un service immense, car Morny avait coutume de dire « Sans moi, le coup d'État ne se serait pas fait », ou plus exactement, il ne se serait pas fait comme cela, disait-il. Oui. Encore que le coup d'État ne se soit pas fait dans la joie et la bonne humeur, puisqu'il y a eu quand même des dizaines de morts sur les boulevards. Bien sûr. Mais Morny a préparé ça de main de maître, et ça a été un des principaux artisans, avec Louis-Napoléon, du coup d'État. Mais peu après le coup d'État, Louis-Napoléon, le prince-président, il n'est pas encore empereur, décide de confisquer les biens des Orléans. Parce que lui déteste les Orléans qui l'ont enfermé, qui l'ont exilé d'abord et ensuite enfermé à Ham, à la forteresse de Ham. Donc il les déteste et donc il confisque leurs biens. Ce qui fait dire à Dupin, qui était avant le président de la Chambre, c'est le premier vol de l'aigle. Oui. Alors là, Morny, qui est plutôt orléaniste comme je l'ai dit, n'apprécie pas. Ça lui donne une excuse. Absolument, il s'en va. Et peu à peu, malgré tout cela, il reste quand même en bons termes, et Morny comprend vite que puisque Louis-Napoléon est devenu empereur, vaut mieux être bien avec lui. Et Louis-Napoléon Napoléon III apprécie la personnalité de Morny. Son panache, disons-le. Il donne de l'éclat au régime. Son sens diplomatique. Oui, voilà. Il donne de l'éclat au régime. Il va lui confier une ambassade en Russie. Et cette ambassade en Russie est essentielle parce que Morny est partisan d'une alliance franco-russe. Elle n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu la guerre de Crimée entre la France et l'Angleterre d'un côté et la Russie de l'autre. Mais Morny veut essayer de rabibocher la France et la Russie. Et donc, il part en ambassade à Saint-Pétersbourg. Et là, il s'en donne à cœur joie sur le plan du faste. C'est grandiose, au point que le tsar lui-même en est ébloui. Et il va tomber sur une jeune princesse, Trubetskoy. Vous le racontez, je vous cite, Morny profite de son ambassade pour se trouver une épouse, ce qui doit lui permettre de renforcer les liens franco-russes, mais aussi et surtout de passer outre aux promesses inconsidérées faites donc à une américaine qui s'appelait Annie Hutton et à sa maîtresse attitrée, Fanny, épouse de l'ambassadeur de Belgique à Paris dont il a eu un fils. Dès que la nouvelle s'ébruite, dites-vous, Morny est assailli d'innombrables propositions de toute la noblesse russe. Il jette son dévolu sur la jeune Sophie Trubetskoy, dame d'honneur de la tsarine, belle blonde aux yeux noirs de 18 ans, il en a 45, intelligente et spirituelle, elle n'a pas de dot, elle appartient à une branche désargentée de cette très grande famille. Oui, il est déjà tellement riche. Il a beaucoup d'argent, même s'il en perdra beaucoup dans certaines déconfitures. Mais le problème, ça va être avec Fanny Léon, parce que là, Fanny Léon apprécie très peu la plaisanterie, et donc elle va exiger des sommes colossales de la part de Morny. Du chantage pour la rupture. Au point que l'empereur est obligé de s'en mêler pour éviter le scandale et donc de rendre un arbitrage entre Fanny Léon et Morny. Ça va coûter quand même très cher à Morny. 10 ans plus tard, en 1865, lorsque mourra Morny, on verra la belle duchesse de Morny, donc cette Sophie Trubetskoy, les yeux gonflés de larmes, assister, bien sûr, présider les obsèques de son mari. Il y a ce geste que tout le monde a remarqué, puisqu'il s'est mis à pleuvoir. À un moment, elle a défait son châle noir et elle l'a jeté sur la bière pour essayer
de protéger le cercueil. Et puis après ça, elle rentre chez elle. Elle défait, elle met toutes les affaires de son mari en ordre. Elle défait des liasses de lettres et elle se rend compte que la pauvre portait des cornes gigantesques. Et à partir de ce moment-là, elle est furieuse. Le soir même, elle paraît en tenue écarlate au bal, c'est-à-dire qu'elle ne portera pas le deuil de son mari. Et pourtant, Morny, avant sa mort, d'après ce que dit son secrétaire, un certain Alphonse Daudet, qui fera parler de lui par la suite, Alphonse Daudet dit qu'il avait brûlé, sachant qu'il était condamné, avait brûlé des dizaines et des dizaines de lettres de ses maîtresses. Donc il y en avait encore plus. Voilà. La pauvre. Morny est peut-être le personnage qu'il faut choisir si l'on veut aborder aimablement le Second Empire. Cette vie est bourrée de rebondissements, de choses aimables et de choses qui le sont nettement moins, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il peut se montrer un homme d'affaires très redoutable. Voilà, le côté aimable, c'est la surface des choses. Voilà, et là, c'est ça. Morny excelle, mais il y a des côtés sérieux, aussi bien en termes d'affaires qu'en termes politiques. En termes d'affaires, il se lance dans des opérations qui se révèlent douteuses. Et en termes politiques, il comprend, là, en revanche, qu'il faut peu à peu libéraliser le régime. Nous allons, avec vous, Gérard Inger, feuilleter votre histoire du Second Empire, publiée chez Perrin. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du Second Empire cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h. Nous faisons connaissance grâce à vous, Franck Ferrand, et grâce à votre invité, l'historien Gérard Inger. Nous faisons connaissance avec le duc de Morny. Gérard Inger qui est aussi l'auteur d'Histoire du Second Empire, paru chez Perrin il y a quelques semaines. Ah, c'est ce qu'on appelle la feinte impériale. Hein, Oui, alors il faudrait pas ramener le régime non plus à ça. Non. C'est une réalité, mais c'est une période d'abord de développement économique fantastique. Juste pour rester une seconde sur la culture, bon, il y a bien sûr Offenbach incontestablement, mais il y a aussi Gounod quand même. Bien sûr. Il y a Gounod, il y a Baudelaire, il y a Flaubert, il y a Manet, il y a Courbet, Carpeau pour la sculpture, Nadar pour la photographie. Et puis bien sûr Delacroix. Bon. Toujours Delacroix. Et Delacroix a fait de très beaux tableaux au début du Second Empire. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'église Saint-Sulpice voir le combat de David contre l'ange, je leur conseille vraiment. Ça a été restauré. Ça a été restauré l'année dernière. C'est une merveille. Oui. Et rappelons qu'il y a toujours cette exposition donc au musée de la Croix et puis bien sûr au Louvre, la grande rétrospective. Cette période du Second Empire est animée d'une forme de vitalité intrinsèque. D'où vient cette volonté de faire des choses, Gérard Inger ? Elle vient à la fois d'une conjoncture économique favorable à partir de 1850, mais surtout de la volonté de l'empereur qui souhaite véritablement moderniser le pays. Et là, il se lance dans toute une série de grands travaux avec le développement des chemins de fer. Le réseau moderne de chemins de fer, c'est Napoléon III qui le met en place. Il modifie considérablement avec le baron Haussmann la physionomie de Paris. Il crée des lois qui permettent le développement des sociétés anonymes, ce qui favorise le développement des grandes banques de dépôt avec lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Le développement des grands magasins. Tout se met en place. Hein. C'est un peu le monde sur lequel on a vécu ensuite pendant un siècle. Absolument. Qui est en train de un monde que nous sommes en train d'abandonner, nous, en ce moment, mais qui a duré. Les grands magasins, vous le dites, le chemin de fer tous azimuts, l'échange de marchandises à très haute dose, le développement scientifique et technique, bien sûr. Mais alors, on n'abandonne pas tout. Hein. Paris reste Paris. C'est le Paris du Second Empire globalement. Oui. La forêt des Landes est toujours là. Bien sûr. Et le canal de Suez aussi. Donc, les réalisations de Napoléon III. Et je n'oublierai pas de citer... Elles font toujours partie de notre quotidien, oui. Oui, elles font partie de nos quotidiens. Et je n'oublierai pas de citer le rattachement de Nice et de la Savoie à la France. Bien sûr. Alors justement, un mot de la diplomatie. Parce que on a du Second Empire, il y a eu cette espèce de couperet terrible de 1870, l'effondrement des armées françaises, la chute du Second Empire dans la foulée, etc. Et puis, toute l'histoire républicaine ensuite s'est construite contre Napoléon III. Le principe des nationalités l'animait, cet homme-là, et ça a gouverné littéralement sa politique. Ça a gouverné sa politique avec un certain succès pendant plus de 10 ans. C'est la création de la Roumanie et surtout de l'Italie. Mais quand il a voulu appliquer ce principe de nationalité à la Prusse, il n'a pas tenu compte du fait qu'il avait en face de lui un certain Bismarck qui savait mieux que lui comment se passaient les relations internationales. Et là, ça a été la grande faute de Napoléon III, pas uniquement parce que lui savait qu'il fallait une armée française puissante et il s'est retrouvé opposé
au corps législatif, dans son ensemble, il n'a pas pu le faire. Merci beaucoup Gérard Inger. On peut retrouver tout cela dans votre Histoire du Second Empire, tout simplement chez Perrin, avec en couverture une très belle aquarelle d'Eugène Lamy qui nous rappelle les fastes du grand banquet donné pour la reine Victoria à Versailles en 1855. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée au duc de Morny, aujourd'hui nous allons visiter bien la ville qu'il a créée lui-même, Deauville, et plus particulièrement la Villa Joséphine grâce à Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Ah, c'est très beau Deauville, je ne vais pas vous dire le contraire, et vous nous emmenez donc 23 rue des Villas, dans c'est une vraie maison normande avec les dessous de toit bien rouges. Avec ses tuiles à l'ancienne, ses colombages, c'est l'un des hôtels les plus charmants de la côte. Sur le front de mer, la plage est à 200 mètres. D'ailleurs, l'une des chambres offre une vue sur la mer et l'hôtel est entouré de sublimes villas Second Empire. C'est une villa classée remarquable. La Villa Joséphine a été construite en 1895 à la grande époque de la station balnéaire, comme vous l'avez expliqué. C'est-à-dire quand même un demi-siècle après Morny, voilà. Quand même. Et c'est monsieur Olif, maire de la ville et médecin personnel du duc de Morny, le banquier Donon et le duc de Morny qui possédaient le terrain où est construit aujourd'hui la maison et l'ont revendu à une famille de la région qui a fait construire cette demeure dans les années 1895. Alors, Joséphine, c'est un hommage à Joséphine de Beauharnais ? Alors c'est un hommage à Joséphine de Beauharnais et c'est un hommage aussi au nom de la propriétaire, enfin au prénom de la propriétaire puisqu'elle s'appelle Joséphine Petit et elle a racheté cette maison dans les années 2004 et elle a décidé d'en faire un hôtel en 2005, un hôtel en hommage au duc de Morny avec cette décoration avec des rideaux de velours, un mobilier à l'ancienne, des tableaux au mur, capitonnage, des etc. Des tableaux de chevaux. Il y a une chambre du duc de Morny. Une chambre du duc de Morny où on retrouve bien sûr des lithographies de courses hippiques qui rappellent le goût pour l'équitation et les courses du duc de Morny et puis le début de ces champs de courses, l'hippodrome de Deauville notamment. Il y a 9 chambres en fait dans cet hôtel, des noms donc liés au duc de Morny. Ce sont souvent ses parents, comme la chambre par exemple de son papa Charles de Flahault, qui est dédiée à ses exploits en tant que général de Napoléon Ier, notamment en Égypte. Donc là, ils ont essayé de refaire un petit peu une décoration avec des tableaux orientalistes, des coussins un peu en façon léopard, des couleurs fauves, etc. Il y a une chambre génie, une chambre Joséphine. Oui. Bref, on est dans un empire balnéaire, l'empire de Deauville, si je puis dire. Ça s'appelle la Villa Joséphine. La Villa Joséphine. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et comme chaque lundi, c'est une expression que vous allez nous expliquer. Aujourd'hui, Franck Ferrand, plutôt autour de l'argent. D'abord, payer rubis sur l'ongle. Et puis, payer en monnaie de singe. Je vais d'abord rubis sur l'ongle. Payer en monnaie de singe, ça c'est facile. Ça remonte à l'époque de Saint-Louis. Vous savez, quand on s'est mis à installer partout les péages et les octrois. Oui. Et lorsque vous aviez des saltimbanques qui arrivaient avec des petits singes ou des petits chiens pour faire des numéros. Des forains, ouais. Eh bien, quand ils n'avaient pas de quoi payer l'obol, quand ils n'avaient pas de quoi payer pour passer le pont, il faisait faire un tour au petit singe et ça suffisait. On appelait ça payer en monnaie de singe. Ça, on comprend. Alors, payer rubis sur l'ongle, c'est plus complexe. Il y a un vieil usage dont on n'arrive même pas à retrouver l'origine, qui veut que lorsqu'on a fini qu'on avait fini sa timbale, plutôt même que son verre, la dernière goutte, on la mettait sur l'ongle de son pouce et on léchait l'ongle en buvant à la santé de quelqu'un ou en rendant hommage à quelqu'un, etc. C'était une façon, en quelque sorte, de montrer que tout était réglé, que tout était pur. On était allé jusqu'au bout, comme si j'ose dire, jusqu'à la dernière goutte. Et donc, on avait sur l'ongle cette grosse tache de vin qui était de la couleur d'un rubis. Donc, payer rubis sur l'ongle, c'est payer jusqu'à la dernière goutte, d'une certaine manière. Voilà l'origine, semble-t-il, pour autant qu'on puisse l'affirmer, de cette belle expression. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.